Nous allons vous présenter un projet qu'a réalisé Captronic dans le cadre d'un financement de la région pour l'industrie du futur. Donc, je laisserai monsieur Guillaume de Girier SL2I et monsieur Psemiades de Clessé présenter un peu plus en détail leur société et ce projet. Je vais donc animer cette table ronde. On va prendre les questions au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à lever la main dès lors que vous avez une interrogation. Ça permettra d'obtenir un échange entre les participants et l'auditoire pour éviter d'avoir quelque chose de trop statique. Et simplement une discussion entre nous, parce que nous, le projet, on le connaît plutôt bien. Voilà. Donc je vais laisser la parole à monsieur Guillaume pour qu'il nous présente donc Girier SL2I. Bonjour à tous, donc Monsieur Guillaume, Société Girier SL2I, gérant d'une PME lyonnaise dont le domaine d'activité est la construction mécanique et plus particulièrement l'usinage, tournage-fraisage. On est une petite PME de 20 personnes et comme beaucoup d'entre vous, on utilise un certain nombre d'outils toute la journée pour pouvoir mener à bien notre activité. Des outils qui sont liés à notre métier, des machines-outils, des choses comme ça, mais comme tout le monde, on utilise de l'informatique avec un certain nombre de logiciels. Cette informatique-là, on n'a pas beaucoup de choix sur cet outil-là, mais ce qu'on attend de cet outil, c'est qu'il soit simple, fiable, évolutif dans le temps. Et aujourd'hui, on se heurte régulièrement à un certain nombre de problèmes liés au système d'exploitation qu'on utilise sur nos PC. Vous n'avez pas le choix, hein, c'est soit Microsoft, soit Apple, soit Linux. Peut en citer 3, avec tous un certain nombre de contraintes. Et en tant que dirigeant, je rencontrais énormément de difficultés à utiliser ces outils, de par les mises à jour qui vous sont imposées et qui peuvent engendrer un certain nombre de contraintes sur vos logiciels métiers, de par les risques que vous pouvez encourir en utilisant ces systèmes à partir du moment où ils sont reliés sur le cloud ou le web. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir mener à bien un projet avec la société Cless qui a été de mettre en place ce que la société a appelé un business computer, qui est un ordinateur qui est totalement indépendant de tous les systèmes que j'ai pu vous citer jusqu'à présent. On avait une problématique au sein de l'entreprise et une problématique liée spécifiquement à notre métier et à notre métier de la sous-traitance de PME, c'était la gestion de la planification. On a expliqué et on a établi en collaboration un cahier des charges pour développer un logiciel spécifiquement dédié à notre métier et à notre problématique. Et en prenant en compte la totalité de nos contraintes, c'est-à-dire que nous, la planification, ça change tous les jours, de par l'absence d'un personnel, de par une machine qui tombe en panne, de par tout un tas de critères. Tous ces critères ont été listés dans un cahier des charges et le logiciel a été développé par la société Cless pour répondre à la totalité de nos besoins. Quoi vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Peut-être que... Ouais, je pense que c'est déjà une bonne présentation, effectivement. Voilà. Hein, pour un mécanicien, je pense que tu t'en sors bien pour présenter un outil informatique. Alors, si tu me passes le relais, l'idée, ce qu'il faut rajouter, c'est que, voilà, au-delà des contraintes donc, qui ont été évoquées par M. Guillaume, la société Cless, c'est une société en fait qui a 35 ans d'expérience et qui travaille historiquement dans les commandes numériques. Donc on est plutôt sur une activité purement industrielle avec une spécialité très précise qui est le pilotage de moteurs électriques. Et donc sur cette activité de pilotage de moteurs électriques, en fait, les secteurs d'activité auxquels on s'adresse, en définitive, sont très, très variés. Alors j'ai juste un petit exemple sur notre site dans le... Voilà. Voilà, je vous affiche l'historique de l'entreprise. 35 ans d'expérience. On voit une photo de Soyouz. On voit une photo d'un robot également. Donc le robot, c'est attendu dans le pilotage de moteurs électriques. Sur le Soyouz, c'est un petit peu moins attendu.
dans le sens où c'est un système de séparation de satellites qu'on a développé à base de moteurs électriques. Et la caractéristique particulière de ce type de développement, c'est que, évidemment, ça fonctionne dans un environnement très particulier. Et donc, le développement des activités de CLES s'est fait essentiellement sur des sujets assez délicats, difficiles, dans des environnements sévères et avec des contraintes, des objectifs de contraintes extrêmement élevés. Alors c'est ce qui nous a amené dans des années plus récentes à constater les problèmes de cybersécurité et à effectivement pour nous-mêmes considérer que l'accès à Internet était risqué à travers les outils classiques que M. Guillot vient d'évoquer. Alors, réaliser un outil qui permet de se connecter à Internet sans aucun risque, c'était plus qu'un enjeu, qu'un challenge, qu'on a relevé. Pourquoi ? Parce que historiquement, réaliser des cartes électroniques, concevoir et réaliser des cartes électroniques, concevoir et réaliser des systèmes d'exploitation et les logiciels qui vont avec, en fait, c'est ce qu'on faisait depuis très longtemps sur nos commandes numériques. Donc le passage de la commande numérique à l'ordinateur a été en définitive possible. Alors je dis pas facile, parce que ce qui nous manquait dans le développement qu'on n'avait pas sur les commandes numériques, c'était la carte graphique. On a quand même mis 5 ans pour réaliser la carte graphique. Et début 2019, on a pu mettre sur le marché un produit capable de se connecter à Internet, capable de faire fonctionner des logiciels comme un ordinateur classique. Alors, ça c'est pour expliquer un petit peu d'où on vient. Ensuite, la rencontre avec la société Girier, donc M. Guillot, elle s'est faite assez facilement parce qu'en définitive, c'est un de nos fournisseurs de mécanique. Et donc, on est allé voir, on a discuté. On a identifié un problème très précis et on a pu répondre à ce problème grâce à l'outil Business Computer, donc ce nouvel ordinateur, de manière extrêmement pertinente parce qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne qui permet de mettre à disposition l'outil. Parce que dans la chaîne, on a quoi ? On a un hardware, on a des composants particuliers, on a un système d'exploitation qui, en définitive, donne des possibilités à un logiciel. À partir du moment où vous faites vous-même le système d'exploitation, les possibilités du logiciel sont sans limite. À la fois sans limite sur l'utilisation au quotidien du logiciel, et puis sans limite sur la question de la cybersécurité. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons, au niveau de le système d'exploitation, du niveau de sécurité qu'on va décider de mettre en œuvre pour l'application du client. Et notamment, parmi les différentes questions critiques, il y en avait 2 en fait qui a été exposées par M. Girier. La première, c'était la résilience au ransomware, c'est-à-dire la capacité à disposer d'un ordinateur dans lequel les ransomware, crypto-lockers, on peut l'appeler de différentes manières, vont pas pouvoir rentrer. Pourquoi ils ne vont pas pouvoir rentrer ? Parce que ce qui se trouve à l'intérieur ne fonctionne pas comme un ordinateur classique. La première chose, c'est que le microprocesseur qui fait fonctionner les logiciels n'est pas un microprocesseur du marché. On utilise ce qu'on appelle les FPGA, donc ce sont des composants programmables, dans lesquels, donc ce sont des réseaux de transistors, dans lesquels on peut configurer les transistors à notre guise pour réaliser le type de fonction qui nous intéresse. Dans le business computer, on a développé une trentaine de processeurs qui permettent de réaliser un certain nombre de tâches, d'ailleurs en parallèle, ce qui permet de décentraliser le job pour avoir un petit peu de puissance de calcul et de puissance de réaction. Ce qui fait que le ransomware, quand il arrive à l'intérieur, s'il arrive effectivement à être téléchargé, ce qui n'est encore pas facile pour d'autres raisons sur lesquelles je ne vais pas développer parce que ça serait long, mais en admettant qu'il arrive même à l'intérieur de l'ordinateur, de toute façon, il ne pourrait pas s'exprimer parce que le code n'est pas connu. L'ordinateur est plutôt fermé, un peu comme l'était à une époque d'autres systèmes d'exploitation. Et les seules portes qu'on ouvre sont les portes qui sont nécessaires pour l'application du client. En l'occurrence, c'est plutôt des portes qui sont ouvertes vers l'atelier, vers les commandes numériques, plutôt que vers l'extérieur. Donc ça a été une réponse sur la capacité, la résilience aux problèmes informatiques qui sont susceptibles de se poser d'un côté, et de l'autre côté, ce que j'ai exprimé en premier,
L'autre capacité, c'est à maîtriser le système d'exploitation qui permet également de fournir exactement au niveau de l'interface utilisateur les fonctionnalités qui sont les plus pratiques. Et en l'occurrence, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'application pour donner un exemple. Tout le monde connaît les diagrammes de Gantt. Donc c'est une manière de décrire en fait les tâches à réaliser, que ce soit dans un atelier, dans une entreprise, etc. Donc c'est très bien, c'est très fonctionnel, mais ce n'était pas adapté à l'application, en tout cas à l'activité de Girier, tout simplement parce que, comme il l'a exprimé tout à l'heure, les modifications, elles ne sont pas quotidiennes, mais c'est pratiquement toutes les minutes qu'il se passe quelque chose auquel il faut réagir. Alors si ce n'est pas toutes les minutes, en tout cas c'est de nombreuses fois par jour, et donc l'outil utile, pratique, doit être un outil qui permet de faire des modifications de planning extrêmement rapidement. Et donc les fonctionnalités de l'OS qui permettent de recalculer tout un planning à chaque modification ont été optimisées pour que ça se fasse dans un temps raisonnable, alors que sur une machine standard, sur des choses qui pourraient prendre plusieurs minutes. Ce qui leur permet aujourd'hui de prendre en temps réel, de manière pratique pour l'opérateur, toutes les modifications qui apparaissent dans la journée en temps réel. Le temps acceptable de prise en compte par l'ordinateur de la modification faite par l'opérateur, le temps acceptable, c'est quelques secondes. Au-delà de ça, l'opérateur il trouve que c'est pas pratique et il ne le fait plus. Et donc c'est à ça qu'on a pu répondre grâce à un outil développé entièrement chez nous, puisqu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez envoyer sur autre chose, sinon moi j'ai plein de choses à dire, hein. Ce soir on peut être encore là. L'intérêt globalement, au-delà de l'expérience avec Girier, qui a été très intéressante, puisque c'est la toute première expérience qu'on a réalisée chez un industriel, au-delà de ça, la portée de l'outil Business Computer est beaucoup plus grande que la gestion d'un atelier. Ce qu'on propose... Vous voulez... Non ? Ah bah alors, je reprendrai la parole après. Oui, j'ai une première question pour Monsieur Guillot. Quel a été le facteur clé entre basculer sur une solution dite généraliste, infogérance et logiciel de RP un peu fourre-tout, à une solution dédiée qui a quand même un coût qui est certain, surtout pour une PME comme la vôtre? Je crois que la réponse, elle est très simple, c'est que ce que vous pouvez trouver dans le commerce ne répond pas forcément à toutes les attentes du fonctionnement de votre entreprise. Alors que ce qui a été développé ici, ça a été basé sur un cahier des charges, sur des questions, des visites qui ont été faites chez nous, notre mode de travail, et répond parfaitement à l'utilisation journalière que l'on a. Nous, un diagramme de Gantt sur tous les logiciels, vous les trouvez, mais ce n'est pas du tout adapté au fonctionnement de notre entreprise. Il y a des entreprises qui gèrent 3 commandes par mois, d'autres 30, d'autres 300, d'autres 3000, et forcément un logiciel généraliste ne peut pas répondre de manière très très précise à votre utilisation. Et ça a été un facteur déclenchant. La simplicité aussi. Aujourd'hui, tout ce que vous trouvez, c'est très très lourd à mettre en place et à utiliser. Ce que l'on a comme logiciel actuellement, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une simplicité d'utilisation qui répond parfaitement à nos besoins. Alors pour rebondir sur la question de la simplicité, aujourd'hui, sur les machines existantes, vous allez retrouver X logiciels différents avec des équipes différentes qui ont développé ces logiciels et donc des visions de l'interface utilisateur qui sont différentes. Sur notre machine, on a des règles de base sur les interfaces à appliquer sur tous les logiciels et la notion d'uniformisation de l'interface avec l'utilisateur. Et on peut dire aussi la rationalisation de la manière d'utiliser cette interface qui est issue en fait de 35 ans d'expérience dans les commandes numériques. Hein. Quand vous arrivez avec une commande numérique, on est même au-delà de la question de la facilité d'utiliser un ordinateur. La question de la facilité d'utiliser une commande numérique, on est à un autre niveau. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est sur des sujets très très techniques. Et en 35 ans, on a développé une manière de réaliser les choses, une certaine approche qui permet à n'importe qui d'utiliser extrêmement facilement la commande numérique. C'est la même démarche qu'on a eue sur l'informatique et on a beaucoup réfléchi à la capacité à s'adapter à des gens qui, certes, savent ce que c'est aujourd'hui qu'une souris, mais qui ne savent pas toujours où trouver la fonction qui les intéresse. Et donc, cette capacité à donner à l'utilisateur
au moment où il en a besoin, l'information qui lui permet de faire ce qu'il veut faire, ça s'appelle de l'ergonomie. Et c'est quelque chose en fait qu'on travaille depuis 35 ans. Alors, d'autres pourraient le faire sur d'autres logiciels. L'avantage qu'on a sur le business computer, c'est que la totalité de la machine est complètement uniforme. Et vous n'avez en fait la formation, on peut le dire, la formation sur l'outil, ça a duré à peu près 10 secondes. Ça s'est appelé clic droit. Parce que la seule chose qu'on ne voit pas, c'est qu'il faut faire clic droit à un moment donné pour faire apparaître les informations nécessaires à l'utilisation de la machine. Et ça s'arrête là. Le reste, il n'y a pas eu de formation, on est d'accord. Vous vous êtes débrouillé tout seul. Vous avez découvert en peu de temps comment ça fonctionne parce que c'est facile à utiliser. Voilà, c'est très intuitif. Donc on n'a pas besoin de formation. C'est un logiciel qui nous permet d'avoir sur l'écran, en visualisation, la totalité des informations que l'on recherche. Après, ce sont juste des adaptations que l'on doit faire, mais c'est très très simple d'utilisation. Voilà, alors pour illustrer un petit peu plus, quand vous travaillez avec des systèmes d'exploitation classiques, le fait de valider l'information que vous venez de saisir ou pas, il y a en fonction des logiciels 36 façons de faire, et puis l'OS vous impose, suivant le type de fonction que vous utilisez, il vous impose en fait une manière de faire. Et chez nous, comme on réalise l'OS, la manière de faire n'est pas imposée, et en fait on va faire en fonction de ce qui est pratique pour l'utilisateur. Et puis on peut aller encore plus loin, puisque si on n'a pas de la ressource physique au niveau du hardware, eh bien on va l'écrire dans le FPGA, et on va se retrouver avec la ressource qui permet par exemple d'accélérer, c'était en l'occurrence le cas, qui permet d'accélérer les fonctions de calcul qui font que le résultat d'une modification apparaît en quelques secondes. Ce qui devient utilisable par rapport à d'autres logiciels sur lesquels il faudra attendre un peu plus longtemps, ce qui fait qu'après les gens ne l'utilisent plus. Et alors, là où je voulais ensuite aller un peu plus loin, c'est que la portée d'une solution comme ça, c'est pas seulement une solution, un ordinateur avec un logiciel permettant dans une entreprise de faire ce qu'on a à faire. C'est aussi un ordinateur français qui est fabriqué en France à 100%. Alors, je reconnais que je ne sais pas d'où vient le sable qui fait le silicium des composants, on est d'accord. Mais pour le reste, l'OS, le support technique, tout est fait en France. Donc, il y a une proximité avec la vision française de la capacité à travailler, de ce qu'on attend des opérateurs, de la réactivité par rapport à un problème qui se poserait. On peut admettre éventuellement qu'on a un bug. Aujourd'hui, vous pouvez aller demander outre-Atlantique la correction d'un bug. Elle arrivera quand c'est possible, si elle arrive. Et dans tous les cas, on a la capacité à avoir, on a intrinsèquement en fait le même intérêt que nos clients. On a intérêt à les servir, on a intérêt à ce que ce soit pratique, on a intérêt à ce que ça leur coûte pas cher, contrairement à d'autres systèmes qui ont d'autres intérêts, pour ne pas les nommer. Cette vision, elle a différents impacts. Le premier, c'est que à partir du moment où c'est français, on va s'occuper effectivement du déficit du commerce extérieur. On va s'occuper de se rapprocher de nos clients, on va leur fournir des solutions qui sont à la fois adaptées et qui n'ont pour un coût qui est maîtrisé, qui est clair, ce qui n'est pas, selon les sondages qu'on vient de faire dans les grandes entreprises et institutions françaises, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas des solutions informatiques achetées. Selon leur dire, les contrats qui sont signés sont incompréhensibles, ils ne sont pas signés en français, et les facturations qui sont faites ne correspondent pas, en tout cas c'est très difficile de faire la relation entre ce qui est facturé et le contrat qui a été signé. Parce que la vision du business n'est pas la même que celle des Français. On apporte cette différence et on a pour vocation effectivement à remplacer ces systèmes en supprimant toutes les contraintes ressenties par les entreprises et institutions françaises qu'on vient de consulter depuis quelques mois. Donc la portée, elle est plus grande que juste un outil informatique. La portée, c'est une façon différente, à la fois sur les coûts que représente l'informatique, sur la vision de l'utilisation de l'informatique de manière globale et des services qu'on propose, et dernièrement sur cette relation qu'on va avoir avec les clients, qui est beaucoup plus proche et qui permet de proposer aux clients quelque chose qui est en rapport avec leurs besoins réels
et ce de manière très rapide. Voilà, globalement, l'offre qui va au-delà de la simple fourniture d'un système, d'un logiciel. Je voudrais ramener sur la stratégie justement de Girier. Donc, trouver un logiciel qui corresponde parfaitement à ses besoins, avoir la tranquillité d'esprit face à tout un tas de menaces cyber. Mais est-ce qu'on arrive derrière à valoriser quelque part, soit dans le service proposé au client, donc réactivité de l'entreprise vis-à-vis des affaires, ou la réalisation des affaires quand on utilise ce type de logiciel? Est-ce que c'est quelque chose qui transpire pour vos clients justement, le fait que vous avez fait une démarche en cybersécurité? Oui, indéniablement ça transpire, et dès le départ, c'est-à-dire que auparavant, quand on était consulté pour réaliser un ensemble de pièces ou une pièce particulière, on n'avait pas une vision précise de la date à laquelle on allait être capable de fournir cette pièce-là. On avait une vision un petit peu générale, sans avoir une vision très très précise, et on donnait 3, 4, 5, 6 semaines de délai en fonction de la charge de l'entreprise. Aujourd'hui, de manière très très précise, dès l'appel d'offres, en consultant donc ce logiciel et en ayant devant nous le graphique et le taux de charge machine par machine, on est capable de donner avec précision une indication dès le départ sur nos capacités de livraison à une date donnée. Donc aujourd'hui, effectivement, la solution a eu un coût, mais dans la balance, il faut mettre les gains. Et le premier gain, c'est un gain commercial de fiabilité sur nos réponses que l'on est capable d'apporter dès le départ à nos clients. Et ça, je crois que c'est très important aujourd'hui. On parle souvent de coût, qualité, délai. C'est un peu le triptyque qui permet de classifier les entreprises en sous-traitance. Et le délai devient de plus en plus prépondérant, et ce système-là nous permet d'être très précis dès le départ dans la réponse aux appels d'offres. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour M. Psemires de Clessé. Donc quand on travaille comme ici avec un usineur qui a des machines, qu'on commercialise quelque chose qui est relativement spécifique et focusé sur sa technologie, son expérience, est-ce que c'est possible derrière d'aller connecter avec l'ensemble du parc machine pour si demain on veut faire du contrôle de pièces, du contrôle d'exécution, ou en quelque part on a une belle boîte qui est bien sécurisée mais bien fermée? Alors, évidemment, on aurait seulement un ordinateur, seulement le business computer, on aurait démarré l'activité sur le sujet, on serait peut-être un peu limité. Mais là, pour nous, c'est extrêmement facile parce qu'historiquement, on construit des commandes numériques, et donc la capacité à réaliser le hardware et un hardware adapté à n'importe quel type de machine, c'est évidemment pour nous quelque chose de historiquement extrêmement facile. Et donc les solutions qu'on propose, on peut même dire qu'on proposait avant le business computer, c'était déjà des solutions adaptées. Alors on prend l'exemple d'un usineur avec sa capacité à se connecter à des commandes numériques. C'est une idée, c'est facile à comprendre. Mais alors il y a d'autres types d'activités. On parlait du spatial, c'en est une également, mais là on parle l'aspect de connectivité, il n'est pas clair. En revanche, on a réalisé par exemple des centrifugeuses qui font des analyses de sang dans le monde entier. On a produit des milliers d'exemplaires. Donc là, on n'est plus dans l'industrie mécanique, on est dans le médical. Et cette capacité à connecter de manière sécurisée ce type d'équipement est évidemment chez nous historique. C'est historiquement facile. On a d'autres types d'applications, si les gens connaissent. Alors, si on revient un tout petit peu, on fait la liaison avec la cybersécurité. Ceux qui connaissent Stuxnet, donc c'est un virus qui a détruit des centrifugeuses en Iran qui faisaient de l'enrichissement d'uranium. Il se trouve qu'on a travaillé avec l'usine de La Hague sur à peu près le même type d'équipement pour lesquels on a produit le même genre de commande numérique, mais évidemment résistante aux entrées potentielles de virus. Alors cette capacité à maîtriser d'un côté, alors c'est un outil, une commande numérique avec la puissance derrière, donc cette capacité à maîtriser l'électronique de puissance, l'électronique tout court, l'électronique de commande, l'OS et les logiciels qui vont avec, permettent d'avoir une maîtrise sur l'ensemble de la chaîne, donc une vision globale à la fois de la capacité technique à se connecter à des équipements et à la fois une vision globale sur la capacité à résister au niveau qui nous intéresse, qu'on choisit, des attaques potentielles de l'extérieur. Parce que non seulement la vision globale permet d'apporter une réponse efficace
est réel parce qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, mais en plus de ça, on peut adapter le niveau aux besoins réels des utilisateurs. Voilà, donc on peut imaginer que quand on commence à toucher à l'atome, on a envie d'avoir un niveau de résistance qui soit très élevé. Mais il y a d'autres types d'applications, peut-être même chez Girier, on peut évoquer le fait que l'information qui est dans ces ordinateurs est critique, mais pour un certain temps seulement, et donc on va peut-être s'autoriser par exemple des sauvegardes à l'extérieur qui sont faites, alors, sans dévoiler ce qui est fait, de manière adaptée à l'application client pour garantir à la fois la réalité de la sauvegarde et à la fois la confidentialité sur la période qui nous intéresse. Voilà, donc on sait adapter à chacun des niveaux et on sait non seulement aller dans l'atelier, mais alors en plus il y a l'autre effet, on sait aussi aller à l'extérieur. C'est-à-dire que la capacité à se connecter à une autre machine business computer aujourd'hui se fait grâce à des logiciels et un système d'exploitation pour lequel toute la chaîne de sécurité est maîtrisée complètement, depuis le hardware jusqu'à l'interface utilisateur, ce qui permet de garantir là aussi qu'il n'y a pas de trou dans la raquette pour échanger un mail, un fichier, une vidéoconférence, de la voix, puisque toutes ces applications ont été développées et fonctionnent aujourd'hui sur le business computer. Alors j'ai une question piège, M. Miades, pour vous. Donc vous nous avez dit que c'était donc un FPGA, donc c'est une notion de bitstream, et comme tout, il peut être amené à être évolué, évolution applicative ou évolution de fonction. Donc comment aujourd'hui ce type d'application vous arrivez à gérer votre parc des business computers? Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau, je ne sais pas si c'est exactement la question que vous me posez, mais vous me direz. Le premier niveau, il y a une partie effectivement sur laquelle on ne peut pas revenir facilement. Il faut intervenir sur les machines. Si on parle du hardware, après je vais... il y a 2-3 points sur lesquels je peux pas m'étendre. Mais si on parle du hardware, il est évident qu'une modification de hardware, on est obligé d'intervenir sur la machine. Donc là, on n'a pas le choix. Après, quand on commence à rentrer sur quand on commence à rentrer sur la partie informatique, alors il y a différentes solutions. On évoquait à l'instant les différents niveaux de sécurité. Si on prend l'exemple d'une entreprise dont le besoin est de mettre à jour un parc d'ordinateurs régulièrement parce que le besoin d'utilisateur a changé. On propose aujourd'hui, c'est du fonctionnel, l'authentification et le chiffrement des logiciels machine par machine. C'est-à-dire que le DSI peut dire j'ai un parc, je dis 100 machines, j'en ai 25 dans une entité qui est à Bordeaux, 25 autres à Lyon, d'autres à Paris. Je connais les machines individuellement, chaque machine étant identifiée de manière informatique et non accessible par les utilisateurs, même pas par le DSI d'ailleurs. Et l'outil qu'on va fournir au DSI, c'est un outil de chiffrement et d'authentification qui va permettre de lui dire ce programme, quand il va transiter par Internet, sera chiffré, et quand il va s'installer dans un ordinateur, il va pouvoir fonctionner seulement avec cet ordinateur-là grâce à l'authentification qu'on fait sur le fichier lui-même. Ce qui veut dire qu'en termes de déploiement, on a dans le principe la même fonctionnalité qu'on trouve sur les autres systèmes d'exploitation, avec quelques avantages. Le fait de pouvoir dire la mise à jour va se faire sur ma demande, avec une date précise, un mode de fonctionnement qui est confidentiel, puisque même pendant le transit, on ne pourra pas savoir comment fonctionne le logiciel ni le lire, et avec un coût qui est maîtrisé, parce que si on décide à un moment donné de mettre à jour certaines machines et pas d'autres, parce que ce n'est pas pratique, le DSI décide. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec d'autres systèmes d'exploitation qui, en définitive, se mettent à jour quand ils ont envie de se mettre à jour. Alors j'ai l'exemple d'une grande institution française qui dispose d'environ 80 000 postes et qui nous explique au quotidien que quand les mises à jour décident d'arriver, on a un certain nombre de machines qui se mettent à jour toutes seules. Ça se fait par paquet, selon leur dire. Et donc c'est par paquet que les logiciels qui, du coup, sont plus compatibles avec la mise à jour se mettent à ne plus fonctionner. Et puis alors avec une anecdote assez intéressante, des gens, il se trouve que même cette organisation, ça lui arrive de temps en temps d'être un peu en retard, donc ils décident
de demander à du personnel de venir le samedi matin. Ils arrivent le samedi matin et le samedi matin, ils perdent 40 minutes à attendre que la mise à jour se fasse, parce que c'est le samedi matin que la mise à jour a décidé de se faire, puisqu'ils ne le maîtrisent pas. Et à la fin de la mise à jour, ils se rendent compte que le logiciel pour lequel ils sont venus le samedi matin, en fait, il ne marche plus. Donc, ils sont tous rentrés chez eux. Alors, dans notre système, on peut éventuellement faire un essai avant ou décider que la mise à jour le samedi matin, ce n'est pas une bonne idée. On attendra le lundi. Et c'est cette capacité, cette maîtrise à pouvoir décider du moment et du type de mise à jour qu'on réalise qui permet de diminuer les coûts substantiels directs et indirects de la mise à jour, enfin des mises à jour qu'on peut réaliser sur des logiciels, sur un parc de machines. Est-ce que c'est bien Tout à fait. La réponse à la question? Voilà. Il y a des questions dans le public peut-être? Oui? Eh ben allez. Bonjour. J'ai plusieurs questions. La première, j'ai l'impression que finalement c'est l'application métier qui vous a décidé plus que la cybersécurité, même s'il y avait les 2 points. Parce que la cybersécurité, le problème, c'est que on a du mal à faire un retour sur investissement. On fait de la prévention, on espère juste ne pas avoir de problème de sécurité, mais auprès des clients, c'est difficile. Il n'y a pas de gain visible souvent pour les clients. La deuxième question, c'est pour vous, c'est le FPGA. Du coup, vous ne l'avez pas développé vous-même. Vous avez pris un FPGA du marché, j'imagine, pour le silicium, et vous avez fait votre propre module dessus. Et j'ai une troisième question, c'est comment vous faites? C'est d'après ce que j'ai compris, vous avez tout développé sur mesure. La messagerie Internet, le navigateur. Comment vous faites pour interopérer avec des outils, des applications standards du marché qui sont théoriquement censées être indépendantes de l'OS, mais en fait, en pratique, on sait que ce n'est pas le cas. Quand on achète un logiciel, il ne tourne que sur un OS particulier. Donc, si moi, dans mon entreprise, j'ai besoin d'une application développée très spécifiquement par un fournisseur et que je veux le faire tourner sur votre machine, comment je fais? Voilà, donc j'avais une question pour vous et puis deux pour vous. Moi, je vais juste répondre à la première question par rapport à la cybersécurité. Vous vous rendez compte du coût de la cybersécurité quand vous avez le problème? C'est-à-dire que vous avez un ransomware qui arrive dans votre entreprise, c'est là que vous allez vous rendre compte du coût et du temps que vous allez passer pour pouvoir remettre en fonctionnement la totalité de vos postes informatiques. Moi, ma vision, elle est différente. Anticipons, évitons d'avoir le problème et évitons d'être confrontés à tous ces problèmes de mise à jour, de ransomware qu'on peut avoir qui vous génèrent des coûts, mais quand vous les avez. C'est un petit peu de l'anticipation qui est pour moi intéressante. Et le fait de mixer les deux, c'est-à-dire que de mixer à la fois un logiciel métier qui m'intéressait à une sécurité d'utilisation. Vous avez bien compris que je ne suis pas spécialiste, moi je suis utilisateur. Et mon principal problème, c'est d'utiliser des outils fiables qui ne me posent pas de soucis au quotidien. Et quand vous êtes confronté à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, un problème qui survient que vous n'attendez pas, c'est là où ça devient compliqué. Et donc moi, c'était vraiment l'objectif d'anticiper et de trouver des solutions qui me permettent d'être serein et de me consacrer spécifiquement à mon métier et pas à des choses que je ne maîtrise pas. Alors, en fait, vous avez posé de très nombreuses questions. Vous évoquez un peu tous les... Enfin, si ce n'est pas tous, en tout cas, la majorité des questions qui se posent. La première, sur la cybersécurité. Alors moi, j'ai évidemment une vision différente de la sienne, qui est de dire, lui, il cherche à anticiper un problème potentiel. Et moi, ma vision, c'est de savoir qui sait déjà qu'il faut anticiper le problème. Qui est au courant des dégâts que peuvent produire les ransomware? Quand on a commencé, nous, à travailler il y a 35 ans, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas qu'Internet allait arriver. Quand Internet était arrivé, au début des années 90, on s'est connecté tout de suite parce qu'on était en relation avec, en particulier, l'école centrale qui était connectée. On a trouvé ça génial, on a dit voilà, on se connecte. Quelques années plus tard, après avoir travaillé avec Internet, on s'est très vite déconnecté parce qu'on s'est rendu compte de ce qui était possible. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais grosso modo, il y a 5-6 ans, quand on a dit on va faire une machine sur la base de nos commandes numériques, et pourtant 5-6 ans, c'est pas très vieux, quand on en a parlé, on a entendu beaucoup de rires. Les gens ne comprenaient pas qu'il pouvait y avoir en fait des risques avec Internet. Alors il y a encore des gens qui ne comprennent pas où se trouvent les risques.
Mais ceux qui se sont retrouvés avec des ransomware, alors je peux prendre un exemple là, qui me vient à l'esprit, comme Maersk. Maersk, ils ont estimé à 300 millions de dollars le coût des ransomware qui sont arrivés dans leurs machines. Alors, bon, on peut donner comme ça d'autres exemples. En France aussi, il y en a plein. Donc, les coûts liés aux pirates informatiques, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, nous, on va s'adresser aux gens qui ont cette conscience du risque que ça représente. Aujourd'hui, ce qu'on propose de manière globale, c'est la confiance. Parce qu'on a les mêmes intérêts que les sociétés qu'on équipe. C'est ce qui fait toute la différence. Ça, c'est pour répondre de manière un peu rapide sur la question de la conscience que les gens ont des problèmes de cybersécurité. Après, sur le problème du FPGA, ben oui, effectivement, on utilise un FPGA. Donc, j'ai envie de vous dire quel est le problème sur l'utilisation du FPGA. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez en tête quelque chose de particulier sur le sujet. Non ? D'accord. Voilà. Alors, l'historique, c'est une techno effectivement très pointue. L'historique, c'est qu'il y a 3 solutions en France de FPGA. 2 solutions qui sont des IP, c'est-à-dire qu'en fait, il faut fabriquer votre propre composant pour utiliser ces solutions de FPGA et donc avoir à terme un composant qui dispose d'une zone FPGA dedans. Mais là, il faut fabriquer son propre composant, donc la marche est un petit peu haute à franchir aujourd'hui. Mais il y a une 3e société qui a mis sur le marché récemment des FPGA qui s'appelle NanoXplore et qui font des FPGA 100% français. Donc, du point de vue de la confiance qu'on peut avoir sur les composants, le composant critique qui est le FPGA, il y a également aujourd'hui une solution française. Et il est vrai que cette solution est récente. Et quand on a évoqué le sujet il y a quelques années, cette solution n'existait pas et on l'appelait de nos voeux, les différentes personnes qu'on a rencontrées. Maintenant, on n'est pas les seuls à avoir exprimé le besoin de disposer d'un FPGA qu'on va qualifier de souverain, puisque c'est un peu le terme en ce moment à la mode. On n'est pas les seuls, puisqu'à l'époque, Airbus a eu la même demande. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'initiatives sur les FPGA qui ont été réalisées en France et qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Alors, avec des bémols, hein, passez-moi les bémols, je ne veux pas parler des FPGA pendant 1 heure, mais quand je dis qu'il y a des solutions qui existent sur le marché, c'est réel. Voilà. Et la 3e question... vous donner. La connectivité, quelle est la connectivité vous pouvez offrir? Tout à fait. Aujourd'hui, typiquement, si on prend un navigateur web, aujourd'hui, si on prend le HTML5, la description du langage évolue et suit son comportement très vite. Comment vous faites pour continuer à garantir une interopérabilité typiquement sur une application distante par web ou par client lourd? Voilà, alors ça c'est effectivement, du point de vue de la sécurité, c'est une très grosse question. Pourquoi? Parce que, alors je vais remonter un peu en amont. Le W3C qui régit de manière multilatérale le fonctionnement d'Internet, une association dans laquelle se trouvent un certain nombre d'intervenants très connus et d'autres peut-être un peu moins, discute du fonctionnement du protocole utilisé pour naviguer sur Internet. Alors il y a plein d'exemples, j'en prendrai qu'un seul. Dans un navigateur aujourd'hui, le JavaScript que vous allez télécharger d'un site et qui va s'exécuter sur votre machine ne peut pas accéder à la mémoire de la machine, ne peut pas accéder au disque dur de la machine, n'utilise que la mémoire qui est déclarée disponible pour le navigateur. Dans le W3C, ils discutent de la possibilité d'accéder au disque dur en direct. Il est évident qu'à partir du moment où ils décideraient de faire ça dans les navigateurs bien connus du marché, en termes de sécurité, ça ne s'appelle pas une faille, ça s'appelle un boulevard. Qui a le pouvoir de décider de ces protocoles aujourd'hui? Alors il y a un des intervenants, dont j'ai oublié le nom, pardon, qui a décidé, puisque
on envisage de faire ce genre de choses, et puis que des exemples du même type ont déjà été actés, a décidé de se retirer du W3C en considérant que c'était pas raisonnable de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, en définitive, quand on regarde un peu le détail, dans les navigateurs, il n'y a pas 50 sources de navigateurs qui sont utilisées. Et Edge a décidé, selon ce qu'on a pu lire quelque part, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin je l'ai lu, décidé d'utiliser le moteur de navigation en fait de Google. On peut imaginer assez rapidement qu'on va plus avoir 50, parce que c'est très compliqué de faire un navigateur, on peut imaginer qu'on va très rapidement plus avoir la capacité en fait à imposer des règles qui soient acceptées par tout le monde et que peut-être une seule entreprise, comme c'est le cas sur d'autres sujets, décide en fait de la manière de naviguer sur Internet et du fonctionnement des navigateurs dans votre ordinateur. Ces portes ouvertes potentielles et celles d'aujourd'hui avec JavaScript qui vous permet, selon Spectre et Meltdown, les deux derniers, enfin je ne sais pas si c'est les derniers d'ailleurs, mais des virus qui ont été, enfin des virus, des capacités en fait à obtenir de l'information dans un ordinateur, il faut le dire comme ça, qui sont apparus il n'y a pas très longtemps. On a dit ah oui mais alors tous les ordinateurs sont infectés ou infectables, etc. En fait c'est simplement la capacité avec du JavaScript à lire dans le cache des microprocesseurs, parce qu'aujourd'hui JavaScript tourne suffisamment rapidement pour pouvoir accéder à de l'information. Alors, il ne faut pas avoir trop peur parce que c'est une information qui est statistique. Donc, le pirate ne peut pas aller chercher précisément une information dans la machine, mais il peut en obtenir statistiquement un certain nombre de bribes. Ça, c'est parce que JavaScript a des capacités, c'est-à-dire, JavaScript, c'est un langage qu'on va retrouver sur un site internet auquel on se connecte, qui va être téléchargé dans votre machine et qui va s'exécuter dans votre machine. Il est évident que dans la nôtre, on ne peut pas, pour tous les clients qui décident d'avoir ou qui ont besoin d'un niveau de sécurité important, il est évident qu'il n'est pas possible de faire tourner JavaScript. Alors on a développé quelque chose qui, très modestement, y ressemble, en tout cas qui est capable d'interpréter des commandes que l'on va télécharger d'un site internet pour afficher et faire des saisies, c'est-à-dire proposer des pages à l'affichage, qui vont remplir les fonctions qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui sur Internet. Mais c'est un choix de l'utilisateur, ça. Nous, ce qu'on propose, c'est la capacité, effectivement, à interdire l'utilisation du JavaScript dans notre machine. Parce que si on va sur un site Internet et qu'on récupère du HTML5, là, il y a un certain nombre de choses qui sont interprétables sans risque, mais le JavaScript va être éludé de la capacité à traiter, on va l'enlever tout simplement parce que c'est un piège. Et donc, ce qu'on propose, encore une fois, c'est la même illustration, une illustration de ce que je disais tout à l'heure. En tant que concepteur, sur la totalité de la chaîne, on a la capacité à la fois à comprendre où sont les pièges, on a la capacité à fermer les portes sur la totalité de la chaîne, depuis le hardware jusqu'à l'application, en passant par l'OS et les différentes solutions de chiffrement, la capacité à échanger les clés publiques-privées. C'est cette capacité à maîtriser la chaîne totale qui nous permet de fournir au client une solution qui est réellement au niveau de ses exigences. Donc en fait, le client va avoir le choix. Ça, c'est pour l'exemple du navigateur. Après, l'échange de données, il y a tout un tas on va dire de sites sur Internet qui vous proposent de faire de l'échange de données, dans lesquels d'ailleurs le contrat est peut-être pas toujours très clair. D'autres qui disent ouvertement, dans leurs conditions générales d'utilisation, qui s'autorisent, pour améliorer le service, bien entendu, à lire le contenu des datas que vous faites transiter par leur service. Il est évident que nous, on va proposer un contrat à nos clients qui ne sera pas du tout du même type. Le transfert de fichiers se fera de la même manière. L'accès entre réseaux sera toujours autorisé. On pourra toujours effectivement transférer des fichiers à un réseau de différents ordinateurs bien connus du marché. Mais à partir du moment où on sort de chez nous, la capacité à sécuriser baisse d'environ 10 crans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'ensemble de la chaîne. Un dernier exemple pour parler en particulier du hardware.
Moi, j'ai lu sur Internet, vous pouvez aller sur Wikipédia, hein. Alors je ne sais pas, il paraît qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé ce qu'on appelle l'Intel Management Engine. Alors l'Intel Management Engine, c'est un microprocesseur, manifestement, d'après ce qu'ils disent, qui se trouve soit dans le processeur, soit dans le chip à côté, qui fonctionne en permanence, même quand votre ordinateur est éteint. Alors ordinateur éteint, mais prise branchée quand même, hein. Il a la capacité, selon ces chercheurs, à accéder à la mémoire, au disque dur et à la carte réseau. Pas de communication, en tout cas j'en ai pas vu de la part d'Intel sur le sujet. Vous pouvez effectivement considérer, et en tout cas c'est ce qu'ils disent dans ces différents articles, qu'en termes de niveau de priorité, hein, un logiciel c'est au niveau de priorité 3, l'OS il va être à 0, etc. Là on peut considérer que ce microprocesseur qui tourne sur vos machines, toutes les machines récentes, il est au niveau moins 3. Non seulement parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait, non seulement parce qu'il travaille pendant que la machine est arrêtée, mais en plus parce qu'on ne communique pas, personne ne communique sur le sujet, donc on ne sait pas ce qu'il fait. Il est évident que dans notre offre, ce type de fonctionnalité est chez nous interdite. Vous avez arrêté votre machine, il n'y a plus rien qui fonctionne dedans. Il n'y a pas non plus, quand la machine est en fonctionnement, le moindre logiciel qui ferait quelque chose, la moindre tâche de fond, qui ferait des choses dans votre dos que vous n'avez pas explicitement demandé. Ce qu'on propose aux utilisateurs aujourd'hui, avec une machine de ce type-là, c'est de ramener à l'homme la capacité à gérer la sécurité. C'est-à-dire que l'homme reste le maître de la machine, mais la machine ne fait jamais plus rien dans son dos. Donc, effectivement, si l'utilisateur décide d'écrire un mail à quelqu'un en mettant dans ce mail des informations confidentielles, les fonctionnalités que nous proposons aujourd'hui dans les machines standards ne permettent pas de vérifier que l'information est confidentielle. Parce que ça s'appelle de l'intelligence artificielle, c'est faisable, mais ça sera lié, parce que j'ai un exemple en tête très précis d'un client qui nous l'a demandé, ça sera lié à une demande particulière du client, que le client va devoir gérer en termes de droit, en termes de loi et en termes d'information aux personnes qui utilisent la machine. Ce qui veut dire un peu que ça sort de notre spectre à nous. Nous, on propose des outils dont l'utilisateur connaît exactement le fonctionnement, maîtrisé. Ensuite, l'utilisateur voit au niveau, quand ça sort de la machine, il voit ce qu'il veut en faire. Il voit quel type de logiciel il veut mettre dedans. Maintenant, pour finir de répondre à votre question, est-ce qu'on peut prendre un logiciel sur Internet ou du marché que vous utilisez déjà, qui fonctionne sur des plateformes standards, et le télécharger dans notre machine? Vous comprenez que si on pouvait faire ça, on aura un gros souci de sécurité. Donc ce n'est pas dans l'esprit de ce que l'on veut faire. Néanmoins, c'est possible. Moyennant quelques ajouts dans le système d'exploitation, c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est pas la proposition, parce qu'en termes de valeur, ça serait pas très intéressant. Et pour finir sur l'interopérabilité, pour échanger de l'information, vous pouvez utiliser notre service de mail, qui fonctionne très bien avec les autres machines. La seule différence, c'est que si nous, on reçoit un mail qui vient d'une machine qui n'est pas connue, qui n'est pas un business computer, ce mail va s'afficher en rouge, pour faire court. S'il vient d'une machine de chez nous, il va s'afficher en bleu, et vous serez sûr qu'il n'est pas possible d'usurper l'identité de la personne qui vous a envoyé le mail, parce que les protocoles qu'on utilise entre nos machines permettent d'être sûrs de l'auteur du mail. Alors, ça veut dire que des deux côtés, il faut avoir la même machine. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'une entreprise, par exemple, qui décide au moins en interne de s'envoyer des mails de manière sécurisée pour être sûr que ça ne vienne pas de l'extérieur, etc., il faut qu'elle dise, oui, il faut qu'on achète que du business computer. Je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Autant pour nous que pour la souveraineté de la France. Merci pour ces explications fort détaillées. Donc il est temps maintenant de remercier les participants et l'auditoire qui est resté pour cette conférence. Je vous remercie, M. Guillot et M. Psemiades, pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci.